Des décennies d'immobilisme se brisent contre 3 années d'accélération. Cette rupture surprend, parce qu'elle vient d'un pays parmi les plus pauvres, alors que d'autres, mieux dotés, s'enlisent encore malgré ressources et conseils extérieurs, où l'on croyait l'inertie irréversible et où la dépendance semblait écrite dans chaque rupture d'approvisionnement. Que signifie pour vous ce basculement lorsqu'il est porté par Ibrahim Traoré et rendu lisible par des chantiers alignés sur nourrir, éclairer, soigner, loger et financer? Si cette cohérence produit des effets concrets, un modèle reproductible apparaît, mais la moindre défaillance peut refermer la fenêtre. La promesse de ce récit est volontairement exigeante. Montrer comment une trajectoire nationale peut être reprogrammée non par un discours, mais par l'alignement mesurable de chantiers essentiels. Ce que le public gagne en poursuivant tient en 12 mots: comprendre comment une souveraineté devient visible, utile et quotidienne. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque immédiat. Chaque pilier, nourrir, éclairer, soigner, loger, financer, agit comme un maillon critique. L'échec d'un seul suffit à rompre la chaîne et à transformer l'accélération initiale en désillusion collective. La fenêtre ouverte est courte, dense et ne tolère ni dispersion ni surcharge institutionnelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas seulement de lancer des projets, mais de maintenir une cadence capable de produire des bénéfices concrets sans provoquer de saturation administrative. La question centrale devient alors simple et décisive. Cette cohérence peut-elle durer assez longtemps pour changer durablement les usages et pas seulement les indicateurs? En 3 années seulement, 10 projets nationaux émergent comme une architecture cohérente et non comme un empilement d'initiatives dispersées. Cette cadence tranche avec des décennies où les mêmes secteurs avançaient isolément, incapables de produire un effet cumulatif mesurable. Le premier dévoilement est donc simple. Le basculement observé ne tient pas à un geste unique, mais à une mécanique volontaire qui relie les usages avant de relier les discours. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition s'organise autour de 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer, précisément parce que ces domaines concentraient les fragilités les plus visibles. L'agriculture dépendait d'importations instables, l'énergie demeurait irrégulière, les infrastructures de santé restaient tributaires de bailleurs extérieurs, le logement s'étendait sans cadre durable et la finance fuyait vers l'extérieur. Chaque secteur fonctionnait comme une île, exposée aux moindres chocs logistiques ou climatiques. Le choix décisif consiste alors à relier ces chantiers, plutôt qu'à les traiter séparément. Une récolte transformée appelle une route fiable. La route exige une énergie stable. L'énergie soutient l'hôpital et l'école. L'eau sécurise l'ensemble. La finance interne maintient les flux. Ce raisonnement en chaîne transforme des points de rupture récurrents en points d'appui progressifs. Là, la cohérence devient lisible parce que chaque infrastructure renforce l'usage de la suivante. Lorsque les premiers bilans publics rendent ces enchaînements visibles, la perception collective change. Les villages électrifiés, les ateliers prolongés en soirée et les écoles qui rouvrent leurs cours du soir matérialisent une idée longtemps abstraite. La souveraineté commence dans la pratique quotidienne. Le premier éclairage essentiel n'est donc pas un chiffre isolé, mais une relation nouvelle entre effort local et résultat immédiat. La question ouverte depuis le début trouve ici sa première réponse. Ce qui a produit le basculement mesurable n'est ni un hasard politique, ni une ressource soudaine, mais la capacité à faire fonctionner ensemble des chantiers autrefois fragmentés. Pour comprendre comment une dynamique prend racine, il faut suivre ceux qui en perçoivent les premiers effets concrets. Les infrastructures ne parlent pas d'elles-mêmes. Ce sont les usages quotidiens qui révèlent si une transformation tient ou s'épuise. Dans ce rôle de fil conducteur, quelques trajectoires locales deviennent des repères, parce qu'elles traduisent une politique en gestes ordinaires, visibles et répétés. Le parcours de Mariam, ouvrière dans une unité de transformation agricole, illustre cette bascule silencieuse. Pendant des années, ces récoltes terminaient souvent sans débouché stable, dépendante d'un marché dominé par les importations. Désormais, chaque lot transformé représente un revenu prévisible.
Son travail gagne en reconnaissance et son horizon professionnel cesse d'être défini par l'incertitude saisonnière. La chaîne productive lui apparaît comme un circuit lisible où l'effort individuel trouve immédiatement sa place. Un second repère vient d'un instituteur dans un village récemment électrifié. Longtemps, les cours du soir avaient disparu faute de lumière fiable. Quelques semaines après l'installation solaire, ils reprennent avec une régularité inattendue. Les enfants arrivent d'un an plus tôt, motivés par l'idée d'apprendre sous une lumière perçue comme durable. Pour l'enseignant, l'impact dépasse la technique. La progression scolaire n'est plus vécue comme une faveur conditionnée à un soutien extérieur, mais comme un résultat autonome. À travers ces expériences, un même point apparaît. Lorsqu'un outil fonctionne, il transforme l'usage. Lorsqu'il transforme l'usage, il modifie la confiance collective. Et cette confiance devient l'indicateur précoce le plus précieux, celui qui conditionne la suite de la trajectoire. Tout part d'un choc net, presque brutal. Un pays voit ses propres récoltes se perdre pendant que les mêmes produits reviennent transformés de l'étranger, plus chers, plus rares, plus dépendants. Cette contradiction n'est pas nouvelle, mais elle devient soudain intolérable lorsqu'elle est mise en chiffres et en usage. Elle déclenche une indignation diffuse, puis un signal politique clair. Continuer ainsi revient à accepter une fragilité permanente. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré transforme la colère en méthode, en imposant une séquence simple et lisible: produire, transformer, relier, financer. Le premier levier s'active avec la transformation agricole. Une usine de transformation devient le point d'impact initial, non comme symbole, mais comme réponse à une perte concrète. Des milliers de tonnes de récoltes, autrefois abandonnées faute de débouchés, trouvent enfin une valeur stable. La production locale s'organise autour de calendriers prévisibles, les coopératives se structurent et des emplois directs apparaissent, tandis que des milliers d'autres se stabilisent indirectement. Ce qui était une survie saisonnière devient une activité monétisable, intégrée à un circuit interne. La montée s'accélère lorsque la logistique entre en jeu. Les routes, longtemps perçues comme des chantiers interminables, deviennent des accélérateurs économiques. Chaque tronçon achevé réduit les coûts de transport, raccourcit les délais et élargit le rayon d'action des producteurs. Les produits arrivent plus frais, les échanges se fluidifient et la valeur cesse de s'échapper au premier obstacle. Le territoire commence à se connecter à lui-même au lieu de dépendre exclusivement de corridors extérieurs. L'énergie prend alors le relais comme troisième maillon. L'électrification de villages entiers modifie immédiatement la cadence sociale. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées, les écoles rouvrent leurs cours du soir et les ateliers prolongent leurs horaires. La nuit change de fonction. Elle n'est plus une contrainte, mais un espace productif et sûr. Ce basculement temporel, souvent sous-estimé, redéfinit l'organisation du travail, de l'apprentissage et des services essentiels. L'eau consolide ensuite l'ensemble. La sécurisation hydrique stabilise l'agriculture, améliore l'hygiène et réduit l'exposition aux aléas climatiques. Les cultures retrouvent une prévisibilité minimale et la santé publique gagne en continuité. L'infrastructure hydrique agit comme un amortisseur silencieux, capable de soutenir les autres chantiers sans attirer l'attention médiatique, mais en renforçant durablement la résilience territoriale. Le choc final intervient lorsque la finance est internalisée. Des agences bancaires se déploient, les microcrédits circulent et les dépôts nationaux cessent progressivement de fuir vers l'extérieur. La finance n'est plus un tuyau orienté hors du pays, elle devient un moteur interne qui irrigue les coopératives, les petites entreprises et les activités rurales. À ce stade, la mécanique change d'échelle. Produire appelle transformer, transformer appelle transporter, transporter appelle éclairer, éclairer appelle soigner, et financer relie le tout. C'est ici que le climax se cristallise. Une souveraineté longtemps déclarative devient opératoire, observable et répétable. Ibrahim Traoré ouvre alors une phase décisive. Laisser la dynamique avancer par ses propres réflexes, sans impulsion constante, pour tester si la cohérence peut survivre à l'accélération initiale. Avant 2022, moins de 15% des localités disposaient d'un accès électrique permanent. En 3 ans, ce taux dépasse 48%. Ce saut rapide
constitue le premier repère mesurable du basculement, car il traduit un passage d'une énergie intermittente à une continuité observable. Concrètement, des centaines de milliers de personnes accèdent désormais à une électricité stable, ce qui modifie l'usage collectif. Les heures d'études s'allongent, les ateliers fonctionnent en soirée et les structures de santé abandonnent les solutions improvisées. L'énergie cesse d'être une contrainte quotidienne pour devenir un socle de stabilisation sur lequel d'autres secteurs peuvent s'appuyer sans recours immédiat à des bailleurs extérieurs. Le deuxième indicateur concerne l'eau, ressource critique dans une zone sahélienne exposée à de fortes variations climatiques. Le barrage Ziga 2 permet de stocker plus de 40 millions de mètres cubes, créant une marge hydrique stable même en période de sécheresse. Avant, l'irrigation dépendait presque entièrement des pluies, rendant les cultures vivrières imprévisibles. Après, l'accès maîtrisé à l'eau soutient l'agriculture, qui stabilise l'hygiène domestique et renforce la continuité sanitaire pour environ 600 000 personnes. L'eau agit ici comme un pivot discret. Elle ne produit pas seule de la croissance, mais elle réduit fortement la vulnérabilité structurelle qui fragilisait les foyers et les exploitations. Le troisième indicateur touche à la finance, longtemps perçue comme abstraite, mais décisive pour l'autonomie interne. Jusqu'en 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient logés à l'étranger, échappant au circuit productif local. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion de la Burkenbank qui opère 67 agences et diffuse 15 000 microcrédits. Le delta est net. La finance cesse d'être orientée vers l'extérieur et devient un moteur interne, capable d'irriguer coopératives agricoles, petites entreprises rurales et circuits de transformation. Pris séparément, ces chiffres pourraient en sembler techniques. Pris ensemble, ils dessinent une même trajectoire fonctionnelle. L'électricité élargit le temps actif, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée soutient l'initiative locale. Chaque progression renforce la suivante, créant une chaîne cohérente qui amortit les chocs extérieurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas l'accumulation de records, mais la lisibilité de cette articulation entre usage, infrastructure et comportement. Le sens de ces données apparaît alors clairement. Il ne s'agit pas d'une somme de résultats isolés, mais d'un système qui commence à fonctionner par réflexe. Lorsque l'énergie est stable, l'école et l'atelier suivent. Lorsque l'eau est maîtrisée, la production et la santé se stabilisent. Lorsque la finance reste sur le territoire, l'ensemble gagne en continuité. Le basculement mesurable annoncé au départ trouve ici sa confirmation. La cohérence transforme des indicateurs techniques en changement durable du quotidien. Deux objections majeures reviennent systématiquement lorsqu'on analyse la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, pauvre en ressources stratégiques et longtemps dépendant des importations, ne peut réduire durablement son exposition au réseau extérieur sans freiner sa croissance. Selon cette lecture, l'aide internationale et les circuits d'importation auraient constitué, malgré leurs limites, la colonne vertébrale d'une stabilité minimale. S'en écarter trop vite risquerait donc de créer un vide économique. Ici, difficile à combler par des capacités internes encore fragiles. La seconde objection pointe un risque interne. Elle soutient qu'une transformation rapide, menée sur plusieurs secteurs à la fois, pourrait dépasser les capacités administratives, provoquer des déséquilibres territoriaux ou accentuer les écarts entre zones modernisées et zones laissées en marge. Dans ce scénario, l'accélération deviendrait contre-productive. Surcharge des institutions, tensions locales et perte de cohésion viendraient fragiliser ce qui devait être consolidé. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux car elles s'appuient sur des précédents régionaux bien documentés. Pourtant, confrontées aux données récentes, elles se fissurent de manière mesurable. La réduction importante de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction visible des activités productives. Au contraire. La stabilisation des filières agricoles et l'essor de la transformation locale
ont permis d'absorber une partie du choc. Les importations alimentaires perdent progressivement leur rôle structurant, remplacé par un cycle interne plus prévisible. Quant au risque de déséquilibre administratif, les effets observés vont dans le sens inverse. Les routes fluidifient les échanges entre zones rurales et urbaines, l'accès maîtrisé à l'eau réduit les migrations saisonnières contraintes et l'énergie stable permet aux services publics de fonctionner avec une continuité inédite. Ces évolutions ne signalent pas une rupture territoriale, mais une consolidation progressive des usages. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse à ces critiques n'est donc ni idéologique ni défensive. Elle repose sur une logique simple, remplacer des dépendances externes, instables par des flux internes observables, corrigée au fil des bilans publics. La transformation ne nie pas les risques, mais elle montre que l'absence de cohérence en créait davantage. À mesure que le temps passe, un autre phénomène apparaît. La mécanique commence à avancer sans impulsion constante. Ce qui paraissait au départ comme une succession de décisions volontaristes se transforme progressivement en fonctionnement interne autonome, capable de se maintenir par ses propres réflexes. Les techniciens formés sur les premiers chantiers étendent désormais les réseaux d'eau et d'énergie sans attendre de nouvelles directives, corrigeant les blocages au plus près du terrain. La logique cesse d'être un projet piloté d'en haut, elle devient une habitude opérationnelle partagée. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré se déplace subtilement. Il n'agit plus comme l'initiateur permanent d'un mouvement fragile, mais comme l'arbitre d'un système qui a trouvé son rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir reprennent sans instruction formelle. Dans les coopératives agricoles, l'usage du microcrédit devient un réflexe courant, intégré au cycle productif. Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs locaux s'approprient les outils au lieu de les subir. Ce point médian marque un basculement décisif. La souveraineté cesse d'être un objectif politique affiché. Elle se manifeste comme un réflexe institutionnel observable. Le changement ne se lit plus seulement dans les bilans, mais dans la répétition des gestes, la fluidité des interventions et la capacité des structures locales à absorber les imprévus sans rupture visible. Les effets du modèle ne se limitent plus au bilan institutionnel. Ils se lisent désormais dans 4 sphères distinctes qui permettent de mesurer jusqu'où la dynamique peut s'étendre sans se diluer. Cette répartition rend tangible ce que produit une souveraineté construite par cohérence plutôt que par proclamation, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dont la méthode vise à transformer chaque infrastructure en usage répété plutôt qu'en symbole isolé. Pour les ménages, le premier gain est le temps retrouvé. Dans les villages électrifiés, la journée ne s'arrête plus au coucher du soleil. Les enfants étudient nés sous une lumière stable, ce qui améliore la régularité scolaire. Les activités artisanales se prolongent, diversifiant des revenus modestes mais constants. La baisse de l'usage de solutions improvisées réduit les dépenses et les risques sanitaires. La prévisibilité devient un bénéfice concret. Elle permet de planifier le lendemain sans dépendre d'un soutien incertain. À l'échelle de l'État, la continuité des services essentiels devient observable. Les hôpitaux fonctionnent sans interruption liée à l'énergie, les écoles maintiennent des horaires étendus et la logistique administrative gagne en fiabilité. Les routes fluidifient la circulation des biens transformés, réduisant les délais critiques pour les marchés urbains. La finance internalisée maintient les capitaux sur le territoire et créant une marge d'action institutionnelle sans dépendance immédiate à des bailleurs extérieurs. La continuité, rare auparavant, s'installe comme un attribut mesurable de l'action publique. Pour les producteurs et les filières, la chaîne produire, transformer, financer stabilise les revenus. Les unités de transformation achètent localement, empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les coopératives utilisent les microcrédits pour structurer leurs flux, acquérir du matériel et lisser les cycles saisonniers. La maîtrise de l'eau sécurise l'irrigation et limite les pertes, tandis que l'énergie fiable soutient la transformation. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle devient un contrat clair entre effort local et valeur conservée. À l'échelle régionale, enfin, le repositionnement sahélien s'esquisse. Des pays voisins observent la logique intégrée. Énergie, eau,
transformation, finance, comme un cadre adaptable. Les échanges horizontaux gagnent en importance, réduisant la dépendance aux circuits portuaires classiques. La méthode, portée politiquement par Ibrahim Traoré, commence à produire un effet d'entraînement diplomatique où la discipline opérationnelle et la publication régulière des bilans deviennent des références partagées. Pris ensemble, ces 4 impacts dessinent une même ligne directrice. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque couche du territoire, du foyer à la région. Le basculement annoncé cesse d'être une promesse, il devient une expérience vécue, mesurable et désormais difficile à ignorer. Les mois à venir ne se prêtent pas à une prédiction stricte. En fait, ils exigent plutôt un cadre de lecture capable d'anticiper comment un système cohérent réagit sous des pressions différentes. 3 trajectoires distinctes se dégagent, non comme des certitudes, mais comme des conditions de maintien, d'extension ou de contraction de la dynamique engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans un premier cas, celui d'une consolidation maîtrisée, les projets existants poursuivent leur développement sans rupture majeure. L'énergie stable soutient les ateliers ruraux et les écoles à double horaire, tandis que l'eau maîtrisée absorbe les variations saisonnières. La finance internalisée continue d'alimenter les coopératives et les petites entreprises, assurant une continuité des activités productives. La croissance reste modérée mais régulière, portée par des usages désormais routiniers. Mais ce scénario traduit une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés et corrigés par des bilans publics. Dans une trajectoire plus favorable, la cohérence interne devient aussi un levier diplomatique et ouvre sur une extension régionale. Des coopérations sahéliennes se renforcent autour d'échanges agricoles transformés et de corridors logistiques plus horizontaux. Les investissements locaux gagnent en intensité, stimulés par une finance territoriale plus dense et par une confiance accrue des acteurs économiques. Les revenus ruraux s'améliorent, réduisant la pression migratoire interne. La souveraineté prend alors une dimension méthodologique. Elle n'est pas exportée comme un modèle figé, mais adaptée par d'autres territoires confrontés à des contraintes similaires. Enfin, si la dynamique est placée sous contrainte, c'est la résilience du système qui est mise à l'épreuve. Des pressions extérieures, inflation, ralentissement des échanges, tensions régionales, resserrement les marges, la croissance ralentit et les arbitrages deviennent plus stricts. Pourtant, les infrastructures amortissent une partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les services de santé maintiennent leur continuité et les filières agricoles protègent l'essentiel de leur volume. L'énergie et l'eau, déjà stabilisées, limitent les ruptures, tandis que la finance internalisée réduit l'exposition aux fluctuations internationales. Le système ne s'étend pas, mais il tient. Ces 3 scénarios invitent à une recommandation de lecture simple, où il s'agit moins de deviner ce qui arrivera que d'observer ce que chaque configuration permet de préserver, d'ajuster ou de corriger. La cohérence n'annule pas l'incertitude, elle détermine la capacité à y répondre sans désagréger l'ensemble. La transformation engagée ne se lit pas seulement dans les infrastructures ou les indicateurs, elle se manifeste surtout dans la manière dont les citoyens réévaluent leur place au sein du pays. Pour saisir cette dimension humaine, les 3 cercles d'expérience permettent de comprendre comment la cohérence observée se traduit en perception, en comportement et en engagement concret, au-delà des bilans officiels. Au niveau des individus, le premier changement est le retour de l'efficacité perçue. Enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent un même sentiment. Leurs efforts produisent enfin un résultat visible. Une classe éclairée, un atelier stabilisé ou une récolte transformée localement deviennent des preuves immédiates que l'action quotidienne ne se dissout plus dans un système fragmenté. Cette lisibilité renforce l'estime de soi et redonne un sens pratique au travail longtemps vécu comme précaire et dépendant. À l'échelle des communautés, la hiérarchisation des priorités se réorganise. Avec une énergie plus fiable, une eau mieux maîtrisée et un accès réel au financement, les villages réapprennent à planifier. Les cours du soir se multiplient, les projets agricoles gagnent en ampleur et les initiatives collectives deviennent plus régulières. La souveraineté cesse d'être un discours lointain, assez qu'elle se transforme en cadre opérationnel partagé dans lequel les initiatives locales peuvent s'inscrire sans attendre une intervention extérieure.
Pour la diaspora, enfin, la posture évolue subtilement. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux citoyens établis à l'étranger modifient leurs relations au pays. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets et envoient du matériel ciblé. Ce mouvement traduit moins un enthousiasme ponctuel qu'un regain de confiance envers un système perçu comme plus cohérent et capable de maintenir ses acquis. À travers ces trois cercles, une idée s'impose. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. Et c'est ce lien, plus que toute annonce, qui conditionne la durabilité d'une transformation profonde. La méthode actuelle ne repose pas sur une promesse abstraite. Elle suit une séquence opérationnelle conçue pour maintenir la cohérence sans disperser les efforts. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route s'articule en étapes simples, chacune associée à un acteur, un calendrier et un critère de mesure lisible. La première étape consiste à prioriser les besoins vitaux. Les autorités identifient des objectifs clairs, énergie, eau, santé, éducation, finances et refusent pas l'empilement. Chaque chantier doit répondre à un usage précis dans un délai défini. Le critère de réussite n'est pas l'ampleur annoncée, mais la continuité observée dans la vie quotidienne. La deuxième étape vise à former localement. Techniciens, artisans et opérateurs sont formés sur place afin de réduire la dépendance extérieure. Un site est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance externe. Cette autonomie technique conditionne la capacité à absorber les imprévus sans rupture. La troisième étape cherche à relier les chantiers. L'énergie doit soutenir la production, l'eau consolider la santé et la finance irriguer les coopératives. Un projet isolé stagne. Une chaîne intégrée multiplie ses effets. L'indicateur clé devient la circulation fluide entre usages, plutôt que la performance d'un secteur pris séparément. La quatrième étape impose de mesurer et corriger. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils révèlent les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance collective. La correction régulière prime sur l'annonce spectaculaire. Enfin, la cinquième étape consiste à étendre par l'exemple. Et le modèle n'est pas imposé, il est montré. Les partenaires observent, testent et adaptent. La cohérence devient ainsi reproductible sans perdre sa base locale. Cette feuille de route répond à la question suspendue plus tôt. La dynamique peut durer si elle reste mesurée, reliée et corrigée. Le soir, Mariam quitte l'atelier alors que la lumière reste allumée derrière elle. Autrefois, ce moment marquait l'arrêt forcé d'une journée fragile. Aujourd'hui, il prolonge un rythme devenu prévisible. Les machines se taisent, mais la chaîne continue d'exister, parce qu'elle ne dépend plus d'un hasard extérieur. Dans les rues du village, les lampes éclairent dans des silhouettes calmes, des enfants lisent, des familles discutent, et le temps semble s'être légèrement déplacé. Rien n'a changé brutalement. Tout s'est installé par répétition. Une récolte valorisée, une classe ouverte le soir, un atelier qui tient jusqu'à la nuit. Ces gestes modestes composent un langage commun, celui d'un pays qui avance par cohérence plutôt que par attente. C'est dans cette continuité que la méthode portée par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à aligner les usages jusqu'à ce qu'ils deviennent un fonctionnement ordinaire. Le motif initial revient alors comme une preuve tangible. La dignité se construit lorsque l'effort trouve enfin sa place dans un système qui répond. Et parfois, ce sont ces détails discrets, presque invisibles à distance, qui modifient réellement la trajectoire d'une nation. Au terme de ce parcours, il ne reste ni slogan à brandir, ni certitude à imposer. Ce qui apparaît plus discrètement, ouais, c'est une manière différente de regarder la transformation d'un pays. Non comme une promesse spectaculaire, mais comme une suite de choix reliés, corrigés et répétés jusqu'à produire un usage stable. Route, école, atelier, banque ou barrage cessent alors d'être des infrastructures abstraites. Ils deviennent des espaces où chacun peut agir, ajuster, améliorer. Cette dynamique ne repose ni sur l'euphorie, ni sur la résignation. Elle avance à partir de gestes concrets, portés par des acteurs ordinaires, rendus possibles par une cohérence qui laisse place à la discussion, à la critique et à l'adaptation. Là où les discours s'épuisent, l'usage continue. Là où les promesses se dispersent, la continuité crée de la confiance.
Si ce récit interpelle, c'est peut-être parce qu'il dépasse un cas national précis. Il pose une question plus large, qui concerne toute société confrontée à la dépendance, à la fragmentation ou à l'attente prolongée. Alors, avant de refermer ce chapitre, une interrogation demeure, volontairement ouverte. Comment reconnaître, soutenir ou prolonger ce type de cohérence là où vous vivez ?